Alors, je vois qu'il y a déjà des connectés. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas un spécialiste de Livestorm, mais est-ce que vous m'entendez? Maud m'entend. Ok, c'est top. Je cherche à partager mon écran. Est-ce que si je fais Lentana, est-ce que ça marche? Donc, Maud m'entend. Est-ce que Louis, Amadou, Alexis m'entendent aussi? On va essayer de faire ça, des questions, des réponses. Alors, Louis est en train de taper. Donc, Louis m'entend, c'est super. Amadou m'entend, génial. Du coup, il manque juste simplement le document. Dites-moi un petit peu dans le chat si vous connaissez Madrid, si vous êtes déjà venu en vacances à Madrid, si vous vivez à Madrid, si vous avez des projets de venir vous installer. Dites-moi un petit peu si vous connaissez la meilleure ville d'Europe. Ah, je crois que c'est bon si je fais ça. Super. Hop. Si je fais affichage diaporama. Magnifique. Donc, Amadou, Louis vivent à Madrid, des Madrilènes. Comment ça se passe, les amis? Est-ce que vous avez l'intention de rester de longues années? Dites-moi. Moi, personnellement, ça fait un peu plus de 4 ans que je vis à Madrid. Je suis tombé fou amoureux de la ville. Dites-moi s'il en est de même pour vous. Ça nous permet d'attendre les retardataires. Impossible de repartir. Du coup, de quel endroit venez-vous? Est-ce que vous venez du nord de la France, du sud, de l'ouest, de l'est? Vous venez d'où en France? On a du coup Assina, Nabil qui nous ont rejoints, Gauthier que je connais particulièrement bien, Alexis. Et ravi de vivre ici. Ouais, ça ne m'étonne pas, effectivement. Il y a pas mal de Parisiens qui apprécient plutôt Madrid. Je ne crois pas dire de bêtises si je dis que Gauthier, d'ailleurs, en fait partie de ces Parisiens qui apprécient Madrid. Salut Gauthier. On va faire exploser le chat. Bonjour Déborah. Bonjour Nabil. Bonjour à tous. 9 participants. Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Est-ce qu'on attend les retardataires? Est-ce qu'on démarre sans eux? Dites-moi si vous n'en pouvez plus d'attendre ce webinaire. Allons-y. Alors, c'est parti. On va commencer. Du coup,
par Madrid. Alors, du coup, on va commencer par la ville en général. Pourquoi Madrid est particulièrement attractif? Alors, moi, personnellement, j'ai vu une vraie différence depuis le Covid. Depuis le Covid, effectivement, avant le Covid, Madrid, ce n'était pas forcément une ville où les gens avaient… si vous alliez dans une agence de voyage, ils allaient vous parler de Barcelone, ils allaient vous parler d'Andalousie, de proche de la mer. Et c'est vrai que du coup, Madrid, ce n'était pas une ville qui était mise en valeur. Et étant à Madrid depuis 4 ans, j'ai vu un changement incroyable. C'était du coup durant le Covid. Alors, à Madrid, pour ceux qui ont vécu, ils le savent. Pour les autres, on a eu du coup un confinement très, très dur. C'était pas comme à Paris, on pouvait pas sortir faire un footing, etc. Non, c'était le gros confinement qui a duré 2 mois. Et à partir de ce moment-là, plus rien du tout. Donc, liberté totale. Je sais que dans le reste de l'Espagne, ils avaient parfois des couvre-feux à 18h, 20h. Nous, à Madrid, c'était ouvert jusqu'à 1h du matin. C'était le couvre-feu le plus tôt qu'on ait eu. Et du coup, il y a énormément d'Européens, de Parisiens notamment aussi, qui ont pu connaître la ville. Et on a vu un boom à ce moment-là. Et j'aurais tendance à dire que s'il y a vraiment une ville qui va devenir la ville à la mode de ces prochaines années, c'est déjà en train de se passer, mais c'est vraiment Madrid. Depuis le Covid, les gens, ils n'avaient rien à faire durant les week-ends. Ils disaient, je ne sais pas moi, à Munich, au Portugal, à Paris, en France, un peu partout. Et on a vu du coup énormément de touristes arriver à Madrid pendant que tous les bars étaient ouverts. Et du coup, de ces personnes-là, la grande majorité s'est dit, mais c'est incroyable. Effectivement, il n'y a pas la mer, mais c'est une ville qui est hyper agréable, extrêmement typique. Il y a plein de bars, de restaurants, tout l'hypercentre est piéton. Donc, c'est vraiment une ville incroyable, formidable. Il faut vraiment venir ici pour s'en rendre compte. Et du coup, on a ce côté capital. Mais moi, personnellement, étant parisien, je ne ressens pas du tout cette approche rouleau compresseur comme on peut l'avoir à Paris. C'est-à-dire que quand je prends l'avion à Paris à 11h, que j'arrive à 13h à Madrid, parce que c'est à peine 2 heures de vol, c'est 1h30 réellement, et que du coup, je passe des klaxons du périphérique à la ville de Madrid, j'ai vraiment l'impression d'être parti à la campagne, quoi. D'avoir pris un petit Airbnb à la campagne parce que le bruit est agréable. Les gens sont dehors, ils sont souriants, ils sont en terrasse. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, je pense, le principal facteur qui a fait que les gens se sont dit, OK, on veut revenir à Madrid. À côté de ça, si vous avez envie d'avoir une carrière professionnelle, c'est complètement possible. On a toutes les grandes entreprises qui sont présentes ici. On a des entreprises telles que KPMG, on a les Cuatro Torres, qui sont maintenant Cinco Torres, avec toutes les grandes entreprises du monde qui viennent à Madrid. Donc, c'est complètement possible d'avoir une carrière, de vivre à Madrid et d'avoir une vie extrêmement agréable. Au-delà du Covid, il y a un autre point qui profite à nous, madrilènes, c'est Barcelone. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Barcelone, il y a une petite guerre entre les indépendantistes et les pro-Espagne. Et du coup, c'est vrai que ça fait peur à pas mal d'entreprises. Et ces derniers mois, on a vu fleurir des entreprises qui venaient de Barcelone et qui se sont dit, voilà, je vais me mettre du coup à Madrid. Je prends moins de risques potentiellement. Je n'aurai pas du coup cette instabilité que je peux avoir à Barcelone et où tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Et donc, du coup, on voit que c'est même plus qu'un regain d'intérêt, c'est vraiment de la compétitivité qu'on a désormais à Madrid par rapport à Barcelone et donc par rapport à toutes ces grandes entreprises qui nous ont rejoints. La preuve, c'est que 70% des investissements se tournent désormais vers Madrid sur un an par rapport à précédemment. Désormais, quand on achète en Espagne, 7 acheteurs sur 10 le font à Madrid. Madrid, c'est aussi hyper agréable puisque, comme certains d'entre vous doivent le savoir, on a beaucoup de rooftops. Et si je prends l'exemple du Riu qui est au niveau de la Plaza España, on a une vision dingue sur les montagnes. On n'a vraiment pas l'impression d'être, encore une fois, étant parisien, je vais pas mal comparer la capitale espagnole à la capitale française. C'est vrai que si on monte au dernier étage de la Tour Eiffel, on a vraiment du bitume à perte de vue. Et nous, à Madrid, on a ce côté vraiment, voilà, on prend la voiture et au bout de 10 minutes, on a l'impression d'être complètement sorti de la ville. Il y a de la nature, il y a la végétation, il y a les montagnes. Donc, c'est vrai que ça rend aussi cette ville extrêmement agréable. Et puis, une petite statistique,
Par rapport aux meilleures villes du monde où s'expatrier, Madrid, on est en 10e place et Paris en 51e place. Juste pour faire un point par rapport à ce webinaire, à la fin, on aura une vingtaine de minutes de questions. Donc, on va commencer par parler de la ville. Donc là, je vais vous parler des raisons de l'attractivité, mais bien évidemment, je vais tout de suite vous parler de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle on est ici. Donc, les prix à Madrid. Il faut savoir que sur l'année 2021, dans le centre de Madrid, donc à l'intérieur de la M30, qui est l'équivalent du périphérique, on a un achat inférieur en moyenne à 4 000 du mètre carré. Ça représente une hausse de 7,6% sur un an, certes, mais par rapport à toutes les autres capitales, si on prend Londres, si on prend Paris, si on prend Lisbonne, c'est juste incroyable comme ville. Ça, c'est dû à un élément principalement, c'est la crise de 2008. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous, en Espagne, on a accès à des prix de l'immobilier qui sont des prix finalement de 2008, entre guillemets, puisqu'on vient juste en 2021 de récupérer ces prix de 2008. Donc, en fait, on a 15 ans de retard sur plein d'autres marchés, ce qui explique qu'aujourd'hui, le marché espagnol et principalement madrilène est très, très bas. Sur la communauté de Madrid, donc, du coup, qui s'étend, on va avoir un prix moyen de 3 100 et comparé au reste de l'Espagne, 1 890 €. Donc, grosso modo, ça varie du simple au double. Je pense que si on compare à d'autres capitales, comme dans l'exemple de Paris, si on compare les prix parisiens avec le reste de la France, on n'est pas sur des rapports de ce type-là. Donc, certes, c'est la capitale. Certes, c'est une ville extrêmement agréable où vous avez des possibilités énormes, professionnelles, etc. Mais à côté de ça, si on compare au reste de l'Espagne, vous avez tous ces bénéfices en ayant simplement besoin de payer un mètre carré x2 par rapport au reste de l'Espagne. D'un point de vue comparatif, par rapport à plein d'autres pays du monde, c'est exceptionnel parce qu'en fait, ça reste du coup une capitale qui est extrêmement accessible à n'importe qui. C'est-à-dire qu'on est très très loin de certains prix. Quand on regarde les prix aujourd'hui à Londres, on est à plus de 20 000 livres du mètre carré. C'est complètement impensable pour 95% des personnes de pouvoir être propriétaire là-bas. Madrid, je croise des profils divers et variés tout au long de l'année et des personnes qui étaient incapables d'être propriétaires en France peuvent devenir propriétaires en Espagne et notamment à Madrid. À la location, pareil, pour les investisseurs qui voudraient faire du locatif, on a des super statistiques. Alors, quand je parle avec des personnes qui vivent à Madrid depuis 10 ans, ils me disent « mais il y a 10 ans, c'était dingue, aujourd'hui, tout est très, très cher » parce qu'ils ont connu la hausse. Mais quand on parlera dans 10 ans à des personnes qui ont connu les prix d'aujourd'hui, ils nous diront que les prix d'aujourd'hui étaient assez dingues. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temps à perdre. Si on veut investir, on peut sortir des prix à la location de 16,3 € du mètre carré, sachant qu'on n'a pas des biens du style 15-18 mètres carrés. À Madrid, le minimum, ça va être 30-35 mètres carrés, le plus petit studio. Et on a surtout, généralement, pour les étudiants, des biens d'au moins une quarantaine de mètres carrés. On voit que par rapport au reste de l'Espagne, on est à 11,2 € du mètre. Mais on voit du coup surtout que sur un an, Madrid évolue quasiment 2 fois plus fort que le reste de l'Espagne. Donc, si on fait un comparatif avec Paris, aujourd'hui, Paris, en termes de location, alors là, on est sur des statistiques, ça vaut ce que ça vaut. Chaque site va sortir des statistiques assez différentes par rapport au marché, mais c'est quand même révélateur ce qu'on voit ici. En termes d'achat à Paris, on est aujourd'hui un peu en dessous de 11 000 du mètre et à Madrid, comme on l'a vu, on est à peu près à 4 000. C'est-à-dire qu'en termes de rapport, c'est à peu près 1 pour 3, grosso modo, alors qu'au niveau de la location, à Paris, on va être à une petite trentaine d'euros du mètre carré. Quant à Madrid, on va être à 17,3 €. Donc, en fait, si vous faites un comparatif en termes de rentabilité, ce que vous pouvez sortir par rapport à un investissement à Madrid, vous allez pouvoir rembourser votre bien beaucoup plus rapidement sur beaucoup moins d'années que ce que vous pourriez faire à Paris. Si on prend un exemple d'un bien d'une centaine de mètres carrés, à Paris, on va être sur un achat plus d'1 million d'euros pour une location environ 3 000 €. À Madrid, on va être sur un achat inférieur à 400 000 € pour un loyer finalement aux alentours de 1 700 €. Donc là, on peut sortir une rentabilité locative à 3,24 à Paris, sachant que 3,24, c'est quand même relativement élevé parce que pour avoir parlé avec beaucoup d'investisseurs parisiens, ils ont du mal à atteindre les 3%. On peut envisager de manière extrêmement simple à Madrid du 5% de rentabilité. On verra après que 5%, c'est par rapport à certains quartiers, mais que si on souhaite avoir plus que 5%, c'est aussi complètement envisageable. Donc aujourd'hui, quelle est la fourchette de prix à Madrid ? Le quartier qui est le plus cher,
c'est Salamanca. C'est un quartier d'affaires. On est sur un prix moyen d'environ 6 700 du mètre carré. Donc, pareil, hein, une grosse hausse sur un an, à peu près 10%. Ça, c'est dû notamment à l'instabilité politique des pays d'Amérique latine. Donc, on a beaucoup de Mexicains, de Colombiens, de Vénézuéliens avec de bons moyens financiers qui viennent s'installer à Madrid et donc notamment à Salamanca. Le prix moyen à Madrid, Madrid Centre, va être aux alentours de 5 000 du mètre. Et puis, le prix le plus bas, c'est Villaverde. Ça se situe dans le sud de Madrid. Et là, on est à peine à 2 000 euros du mètre carré. On est tout de même en hausse de 8% sur un an. Cette hausse-là ne va pas s'arrêter. Alors, actuellement, on entend énormément de personnes qui crient à la crise, qu'elle va arriver, que tout va s'effondrer. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où tout le monde est capable d'annoncer une crise, même si vous allez au bistrot du coin, etc., ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'elle n'arrive pas, parce que généralement, une crise, ça arrive de manière soudaine. Elle est soudaine dans un moment où tout va bien et tout s'écroule d'un seul coup. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que s'il devait y avoir finalement un rééquilibrage des prix de l'immobilier, ce ne serait certainement pas du coup en Espagne, parce que comme on le disait précédemment, on a cette chance en Espagne finalement d'avoir un marché qui a déjà subi une crise il y a une quinzaine d'années, mais ce qui fait que depuis la crise de 2008, le marché s'est reconstruit et aujourd'hui est extrêmement stable. Aujourd'hui, quand vous avez un marché tel que le marché parisien, par exemple, qui a pris, je ne sais pas, peut-être 100% ou 150% ces 15 dernières années, et encore plus quand on compare par rapport au prix en France, c'est absolument exceptionnel la montée qu'a pris ce marché. On pourrait aussi prendre le marché, par exemple, de Lisbonne ou de Londres. Si on compare effectivement au marché madrilène qui, lui, est revenu au niveau de 2008, c'est-à-dire que quand on a une crise aujourd'hui, bien évidemment, c'est certainement les valeurs qui ont pris 300% ces 20 dernières années qui vont avoir tendance à la subir plus qu'un marché comme celui de Madrid qui est finalement au même niveau que celui d'il y a 15 ans. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une sécurité. La crise de 2008 a permis vraiment, et notamment aux banques, de choisir de manière un petit peu plus précise à qui ils vont prêter, de manière à créer un environnement extrêmement sain et à apprendre de ses erreurs. Ils ont énormément appris de leurs erreurs, les Espagnols. Ce qui s'est passé en 2008, il y a vraiment très peu de chances, de malchance que ça se reproduise. Donc, c'est vraiment un marché sur lequel on peut y aller les yeux fermés. J'ai sélectionné du coup 3 districts, 3 quartiers à opportunité. Alors, c'est 3 profils qui sont extrêmement différents. Là, vous avez du coup une carte de la Comunidad de Madrid. Et donc, j'ai choisi le centre, l'hypercentre de Madrid. J'ai choisi Salamanca, le quartier d'affaires, et Carabanchel. Ça va me permettre de vous donner vraiment un spectre très précis de ce qui peut se faire par rapport à quel budget, entre guillemets. On commence par le centre. Alors, le centre de Madrid, si on prend Sol, par exemple, c'est un endroit qui est extrêmement touristique. On est sur une location d'une petite vingtaine d'euros du mètre carré et on est sur un prix moyen de 5 187 euros du mètre. Aujourd'hui, dans cet hypercentre, qui est vraiment à 5-10 minutes à pied de toutes les zones les plus touristiques que vous puissiez avoir à Madrid, on a des quartiers tels que Lavapiés, tels que la Latina, tels que le haut de Embajadores, où vous pouvez faire l'acquisition d'un bien pour à peine 4 000 euros du mètre carré lorsqu'il y a des réformes et pour 5 à 5 500 euros du mètre pour un bien qui est complètement rénové. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple des Parisiens qui sont avec nous, puisque je voyais du coup en début de webinaire que je n'étais pas le seul, c'est comme si aujourd'hui on pouvait acheter à côté des Champs-Élysées ou à côté de la Tour Eiffel pour un prix de 3 800, 3 900, 4 000 ou alors 5 000, 5 500 sur du tout neuf, vous arrivez avec vos valises. C'est exceptionnel, ça nous laisse vraiment une marge énorme à moyen terme. C'est-à-dire que je pars du principe qu'une personne qui achèterait aux alentours de 4 000
du mètre et qui ferait des réformes, je n'ai pas de boule de cristal certes, mais je pars du principe que d'ici 8 à 10 ans, cette personne-là pourrait quasiment doubler son investissement. Donc, ce quartier il est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que cherche un acheteur? Il cherche de la sécurité. C'est vrai que on a vraiment un melting pot dans Madrid. On a des quartiers qui sont bien différents, avec des populations différentes, des pouvoirs d'achat différents, etc. Mais s'il y a bien une sécurité que vous pouvez avoir en tant qu'investisseur, c'est que quand vous souhaitez acheter un bien, si vous êtes proche des places touristiques où il y a beaucoup de sécurité, où la mairie prend soin à conserver ces différents endroits, vous pouvez être sûr que cet endroit-là, vous n'allez pas avoir une mauvaise surprise, un centre commercial qui va apparaître, etc. Vous êtes juste à côté de tous les bâtiments historiques. Si on prend l'exemple de Lavapiés, par exemple, vous avez tous les bâtiments qui possèdent justement ces parties communes avec des poutres en bois qui montent comme ça d'un étage à l'autre et qui sont des bâtiments qui sont protégés par la mairie. Donc, vous êtes dans l'hypercentre et vous avez une approche extrêmement sécurisée par rapport à un bien qui vous rapporte de la rentabilité et qui va prendre de la valeur dans le temps. Si on prend Salamanca, qui est le deuxième quartier, qui est vraiment le quartier d'affaires, j'aurais tendance à dire que ça va plutôt être pour des personnes qui ont des budgets plus conséquents, des budgets de peut-être 1 à 3 millions d'euros et qui veulent vraiment investir comme si on investissait sur de l'or. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Salamanca, proche de la Puerta Alcalá, puisqu'il y a différentes zones dans Salamanca et plus on s'éloigne, plus on perd ce côté Salamanca. Mais si on prend vraiment la zone proche du Retiro, vous avez de grandes avenues majestueuses qui vont ressembler un petit peu à Barcelone parce que ça me fait mal de l'avouer, mais effectivement, en termes d'architecture, Barcelone, c'est un petit peu plus majestueux que Madrid. Mais ce qu'on n'a pas en termes d'architecture, on le gagne, nous, en termes de joie de vivre et d'ambiance dans cette ville. Donc aujourd'hui, Salamanca, c'est vrai que ça pourrait ressembler un petit peu à Barcelone. Donc, ces grands bâtiments majestueux, si vous investissez là-bas, vous êtes sûr d'avoir une rentabilité moindre, mais un bien qui va prendre de la valeur dans le temps. Pourquoi? Parce que quand on reprend l'exemple de ces riches populations qui viennent d'Amérique latine, ils veulent tous être à Salamanca. C'est magnifique. Vous avez toutes les boutiques de luxe qui sont là-bas. Ce sont des biens qui sont plus rares, qui sont plus premium. Mais potentiellement, c'est la garantie d'avoir un investissement extrêmement sécurisé avec du coup de la rentabilité qui tourne aux alentours peut-être de 3,5%. Donc, on va être plus sur une approche parisienne. Mais à côté de ça, vous avez un bien qui va prendre énormément de valeur dans le temps puisque vous aurez toujours des acheteurs pour ce type de biens. Troisième quartier qu'on pourrait mettre en valeur, c'est Carabanchel. Alors là, on est dans le sud de Madrid. Donc, on a passé, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris, je ne suis pas sûr, mais on a passé du coup la M30 qui est donc l'équivalent du périphérique. Et quand vous arrivez du coup à Carabanchel, vous avez une zone qui est beaucoup plus verte. Vous avez des parcs. On est moins dans l'effervescence avec tous les Erasmus, etc. Peut-être qu'on pourrait l'avoir au niveau du métro La Latina. Mais à côté de ça, vous êtes à 5 stations de métro de l'hypercentre et vous pouvez acheter pour moins de 2500 € du mètre un bien tout neuf qui vient d'être réformé dans un bâtiment en très bon état. Vous n'allez pas avoir besoin de mettre 1 € de votre poche sur les 10 prochaines années pour rénover quoi que ce soit au niveau de la copro. Donc, vous avez potentiellement un bien qui va vous apporter énormément de rentabilité. Est-ce qu'il va prendre de la valeur de la même manière que l'hypercentre? On a aujourd'hui des indicateurs qui nous disent que oui, parce que finalement, on se rend compte que aux alentours de la ville, on est en train de prendre des super chiffres ces derniers mois, puisqu'on a des populations qui ne sont pas capables d'acheter à l'intérieur de la ville et donc du coup, ils achètent en dehors, ils font monter les prix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre acheter à 5 minutes de Plaza Mayor ou acheter à 5 stations de métro, un investisseur qui veut un achat hyper sécurisé va toujours avoir tendance à investir à 5 minutes de la place la plus touristique. Mais par contre, une personne qui vit à Madrid depuis plusieurs années et potentiellement même qui est sur place, qui peut gérer son investissement, va faire des super rentabilités en allant un petit peu plus dans le sud et va avoir surtout un achat qui est extrêmement accessible.
On va passer sur un exemple de biens pour chacun de ces différents quartiers. Alors, on va commencer par le centre. Donc là, on a choisi expressément le quartier de Lavapiés, donc Lavapiés Embajadores. On a pris un bien, alors je vous montre à quoi il ressemble. C'est un bien qui fait un peu plus de 90 mètres carrés construits, important. On a une différence en Espagne entre les mètres construits et utiles. Pour les Français qui pensent loi Carrez, il faut enlever à peu près 15% des mètres construits pour avoir le nombre de mètres utiles. Donc là, grosso modo, vous pouvez enlever à peu près 15 mètres carrés. Donc, généralement, un bien de 92 mètres construit fera à peu près 75 mètres utiles. Là, on est sur un bien de 2 chambres. Donc, chaque chambre, vous pouvez la louer 850 €. On est à 8 minutes à pied de la place Amayor. On sort une rentabilité d'à peu près 5,7%. Et là, vous voyez que vous avez vraiment un bien clé en main. Vous avez donc un salon lumineux avec 2 portes-fenêtres, vous avez la cuisine équipée, vous pouvez vraiment le louer dès le premier jour. Vous passez chez le notaire le mercredi, le lundi suivant, vous avez déjà vos locataires, soit une famille, soit potentiellement même 2 contrats différents pour des jeunes travailleurs, des étudiants. Et donc, du coup, je vous remets les statistiques. Vous achetez un bien à 380 000 € et vous sortez un loyer potentiellement de 1 700 € par mois. Donc, si on part du principe qu'on est sur une rentabilité environ de 6%, partez du principe qu'en 16 ans, 16 ans et demi, vous avez remboursé votre achat, ce qui est juste exceptionnel, tout en étant vraiment à côté du centre historique et des plus belles places de Madrid. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, comme on le disait, c'était pour du coup des appartements qui vont être un peu plus premium à Salamanca. Donc là, on a un super bien qui fait 146 mètres carrés. On est à plus de 10 000 du mètre. Mais alors là, on est vraiment sur Salamanca, collé au Retiro, donc la partie Salamanca la plus haut de gamme. Vous avez un magnifique bien de ce type. Vous pouvez justement avoir du coup un loyer potentiel de 4 100 €. Vous voyez que la rentabilité est d'un peu plus de 3%. Mais surtout, votre bien, il prend de la valeur chaque année. Et même en achetant à plus de 10 000 du mètre, vous pouvez très bien, pendant 6, 7, 8 ans, prendre plus de 4 000 € par mois de loyer. Et quand vous le revendez, vous faites une super opération financière puisque justement, vous aurez toujours du public très haut de gamme pour vous acheter ce bien qui ne vaudra plus 1 590 000, mais 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 4 d'ici peut-être 7, 8 ans. Donc ça, c'est justement pour du coup des budgets supérieurs. Et si on passe maintenant sur les budgets qui sont beaucoup plus abordables, on peut avoir dans Carabanchel un bien à moins de 200 000 €. Vous allez avoir plus de 70 mètres carrés construits dans la capitale. Je prends un exemple. Si on prend l'exemple là de la distance entre Carabanchel et Madrid, c'est grosso modo la différence entre Boulogne-Billancourt et le centre de Paris. Imaginez acheter à Boulogne-Billancourt 73 mètres carrés pour 189 000 €. J'ai des amis, il n'y a pas longtemps, qui ont acheté un bien aux alentours de 70 mètres carrés proche de Paris. Je peux vous dire que le budget, il n'est pas inférieur à 200 000 €, mais généralement supérieur à 500 000 €. Donc là, vous avez un bien qui est entièrement rénové, un loyer potentiel de 1 200 €. Vous avez une rentabilité à 7,59%, ce qui est exceptionnel pour une capitale. On ne va pas se cacher. Je pense qu'une capitale ensoleillée, européenne, comme ça, proche de la France, aussi internationale que Madrid, ça n'existe pas. Vous avez un bien qui est vraiment clé en main. Vous pouvez encore une fois mettre vos locataires dedans dès le premier jour. Et là, vous avez acheté un bien pour moins de 190 000 € proche Madrid. Donc, c'est une possibilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque achat va correspondre à un type d'investisseurs, d'acheteurs différents. Là, on parle purement d'approche locative. Mais pareil, pour acheter sa résidence principale, on va être aussi bien sur un budget ce type en étant proche justement du centre de Madrid que si on a un peu plus de budget en plein centre de la ville. Forcément, ça demande plus de budget, mais ça apporte ce confort d'avoir tout à disposition, d'avoir les places touristiques. Et puis après, pour un achat un peu plus premium ou encore bien plus premium pour des investisseurs qui voudraient une résidence principale. Pareil, si vous êtes du coup sur le bien cité précédemment à Salamanca, pareil, vous êtes dans le quartier d'affaires, vous êtes à côté de la Puerta d'Alcalá. Donc aujourd'hui, Madrid, c'est vraiment une ville qui s'adresse aussi bien à l'approche
investisseur qui veut de la rentabilité que résidence principale, puisque, comme on le citait précédemment, c'est une ville qui est extrêmement agréable. La politique économique de Madrid, il faut savoir que donc, en Espagne, chaque comunidad a ses propres règles. Donc aujourd'hui, ça peut être parfois assez frustrant. Je pense notamment à nos amis barcelonais qui, quand ils achètent un bien, doivent payer 10% du montant de ce bien d'ITP, donc c'est l'impôt sur les transmissions de patrimoine. Nous, aujourd'hui, on a la présidente de la Comunidad qui s'appelle Isabel Díaz Ayuso qui fait un super travail. On a une Comunidad à Madrid qui est extrêmement axée sur les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tout en place pour justement donner le plus d'aide, de facilité possible. Et donc, on prend notamment cet exemple d'ITP, donc l'impôt que vous devez payer lors d'un achat, il est uniquement de 6% à Madrid. C'est le montant le plus faible que vous pouvez avoir en Espagne. Vous avez des communautés qui vont être à 7, 8, 9 et ça monte même jusqu'à 12%. Donc à ce niveau-là, ça ne fait pas des petites économies. Hein. Si on parle d'un bien à 300 000 euros, on parle quand même d'une différence de 12 000 euros entre un impôt à 18 000 à Madrid et à 30 000 à Barcelone. Donc ça, au moment de faire ces calculs, c'est pas négligeable. Et puis au niveau de la croissance économique, on a vu qu'elle était supérieure à celle du reste des régions d'Espagne parce que la politique menée encourage justement les investisseurs, mais aussi pour toutes les raisons citées précédemment, les entreprises de Barcelone qui sont arrivées à Madrid, les acheteurs qui ont découvert Madrid pendant le Covid et qui veulent désormais investir ici, et surtout la qualité de vie que vous pouvez trouver à Madrid. Nous, qu'est-ce qu'on fait du coup chez J'achète en Espagne? C'est vraiment un service clé en main à 360 degrés de la recherche du bien pour une personne qui connaîtrait Madrid, pour une personne qui ne connaîtrait absolument rien à la ville. Alors, l'idée, ça va être justement, dans un premier temps, de faire des prévisites vidéo pour nos investisseurs qui sont en dehors de la ville. On peut aller visiter les biens avec eux directement s'ils sont à Madrid même, mais l'idée, ça va être justement de détecter le bien dans un premier temps. On va s'occuper de faire toutes les négociations commerciales en jouant sur différents leviers qu'on va avoir grâce à nos outils professionnels. Une fois qu'on a fait un achat, une fois qu'on a fait une offre et qu'elle a été acceptée au meilleur prix, dans la meilleure zone pour vos moyens, pour votre profil, on va faire un accompagnement juridique pour protéger votre achat. Il faut savoir qu'acheter en Espagne pour des Français, ça peut être dangereux parce qu'on a tendance à se reposer sur le notaire qui, en France, fait un super travail, hein, puisque le notaire français va clairement vous faire une lecture pendant 1h30 de tout ce qui s'est passé ces 30, 50, 100 dernières années dans votre édifice, alors que le notaire espagnol s'occupe juste d'enregistrer votre nom auprès du registre. Donc, c'est celui qui arrive en dernier, qui repart en premier durant l'achat. Donc, on a justement un cabinet juridique spécialisé dans l'immobilier qui va donc protéger l'intégralité de votre achat, faire en sorte qu'on achète au bon propriétaire, qu'on achète le bon nombre de mètres carrés, qu'on achète effectivement un bien qui n'aurait pas de dette, qui appartiendrait pas à quelqu'un d'autre. On a déjà vu des biens où finalement vous aviez une partie qui appartenait à la copropriété, etc. Donc, nos avocats vont protéger l'intégralité de l'accompagnement et donc du coup va faire un check de tous ces documents relatifs à l'achat pour justement qu'on puisse acheter de la manière la plus tranquille possible. On va avoir un accompagnement administratif puisque c'est nous qui allons préparer l'intégralité de votre achat devant le notaire, que vous puissiez finalement le jour de l'achat venir avec nous, avoir besoin de simplement mettre les jambes sous la table et qu'on reparte ensemble fêter ça avec vos clés. Et l'idée, c'est que nous sommes à chaque fois interlocuteurs uniques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance une recherche avec un conseiller immobilier, il vous suit de la première visite jusqu'à la signature devant chez le notaire. On va passer à la partie questions-réponses. Alors, j'espère que déjà, c'était clair cette présentation et que vous avez déjà une vision de ce qu'est Madrid, des différents quartiers, de ce qu'il est possible de faire dans quel budget. J'écoute désormais vos différentes questions sur le chat et je tenterai d'y répondre du mieux possible. La présentation était très claire. Super. Merci Gauthier.
est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à l'achat, par rapport au cycle, par rapport à la manière de faire une offre en Espagne? Est-ce que vous avez des questions par rapport au marché, par rapport aux zones? Dites-moi. Alexis, est-ce qu'il est impossible d'obtenir une licence Airbnb aujourd'hui? Est-il possible d'hériter d'une licence en achetant le bien qui, lui, la détient? C'est une excellente question, Alexis. Il faut savoir que aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une entreprise au monde qui n'a pas plus de soucis qu'Airbnb. Ils ont souvent beaucoup de procès avec les différents hôtels, les différentes zones, etc. Donc, est-ce qu'il est impossible d'obtenir une licence Airbnb aujourd'hui? Non. Il faut faire une demande auprès de la mairie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait cette demande, ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant de recevoir la réponse. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup aujourd'hui de propriétaires qui commencent à louer en Airbnb. Et s'ils ont un contrôle, ils montrent qu'ils ont fait la demande, qu'ils n'ont pas encore la réponse, mais du coup, ce n'est pas vraiment légal, mais c'est toléré. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, si on achète un bien qui possède déjà sa licence, alors effectivement, dans ces cas-là, c'est tout à fait possible et ça va être beaucoup plus simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de manière régulière, et notamment le 1er janvier 2023, on a à chaque fois des nouvelles lois qui vont arriver. Et aujourd'hui, actuellement, si on souhaite faire une demande dans le centre de Madrid pour du Airbnb, il faut savoir qu'on doit être au rez-de-chaussée, voire premier étage, mais surtout, on doit avoir une entrée indépendante. Donc, finalement, ça ressemblerait beaucoup plus à un loft qu'à un appartement traditionnel. Donc, j'aurais tendance à dire quand même que à partir du moment où, à Madrid, quand on fait moins de 90 jours par an d'Airbnb, on ne sera pas embêté parce qu'on n'est pas considéré comme des professionnels, autant partir en se disant qu'on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier et se dire, je fais dans un premier temps ma location à long terme. J'ai énormément d'avantages fiscaux, notamment à louer à long terme, puisque on a des bonifications jusqu'à 60% des revenus qu'on a générés, et potentiellement se dire que pendant l'été, on part sur du Airbnb en se disant que entre juin, juillet, août, septembre, on aura potentiellement moins de 90 nuitées. Et sinon, effectivement, il y a toujours la possibilité d'acheter un bien avec licence, mais ces biens se font très rares et du coup, les propriétaires en profitent pour mettre des prix très élevés. Amadou, j'ai cru comprendre qu'il y avait un plan de développement sur le nord de Madrid avec des espaces verts. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, le Grand Madrid. Donc, on a 1 million de projets aujourd'hui sur le nord de Madrid. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça peut être effectivement une très bonne opportunité parce qu'on va rentrer dans des biens tout neufs. Donc, il y aura salle de sport certainement dans le bien, il y aura piscine, etc. Ce sera beaucoup moins typique espagnol et on va pas avoir tout ce charme qu'on peut avoir dans l'hypercentre. Aussi, il faut savoir qu'on sera du coup loin de la partie touristique, de Plaza España, Plaza Mayor, Sol, Palacio Real. Mais par contre, pour des personnes qui vivent ici, pour acheter un bien tout neuf dans une résidence hyper agréable, etc., si c'est potentiellement une résidence principale, ça peut être effectivement une très bonne opportunité. Ça va être très résidentiel. On aura certainement des édifices qui se ressembleront les uns les autres. Donc, on ne sera pas sur le côté la latina, où on sent vraiment le côté très, très madrilène, très espagnol, très typique. Mais en tout cas, on a effectivement sur ces 5 prochaines années le Grand Madrid qui va s'étendre à partir de Berruguete, Bellas Vistas, Tétouan et encore plus au nord. Effectivement, on a la possibilité d'acheter des biens aujourd'hui finalement encore accessibles. Méfions-nous tout de même, hein, parce que souvent, les bâtiments avec salle de sport, piscine, etc., ils en profitent, les promoteurs, pour mettre des prix de dingue. Hein. On voit parfois des zones à 3-4 000 vers justement Berruguete avec des nouvelles constructions qui sortent à plus de 7 000 euros du mètre. Donc attention d'acheter tout de même dans des prix raisonnables. Mais effectivement, le Grand Madrid va donner une approche différente à la ville et certainement donner un peu plus d'activité dans le nord, alors qu'aujourd'hui, tout est centralisé aux alentours des places les plus touristiques. Donc, Alexis, par rapport à la réponse, nous disait que le problème, c'est que les restrictions sont très fortes. Il faut avoir un appartement avec une entrée indépendante de l'immeuble, c'est ce que j'ai compris exactement, tout à fait. Louis, pour l'accès à l'emprunt en Espagne, est-ce qu'il y a des différences avec la France? J'ai entendu que l'apport était beaucoup plus important. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de profils. Si on est résident fiscal français,
Si on est résident fiscal espagnol, donc pour être résident fiscal, il faut vivre plus de 183 jours par an dans le pays et notamment avoir une activité économique. Ça va changer déjà les conditions. Le deuxième point, ça va être, est-ce que j'achète une résidence principale? Est-ce que j'achète une résidence secondaire? Est-ce que j'achète un bien pour faire purement de l'investissement locatif? Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de levier bancaire pour avoir un emprunt, l'Espagne, c'est clairement pas le meilleur élève, puisque si on prend l'exemple de l'investissement locatif pour un Français qui vivrait du coup en France, qui veut acheter en Espagne, c'est vrai qu'il va avoir du mal à avoir plus de 60-70% de financement de la part de la banque. Donc, il faut apporter 30%, mais il faut aussi apporter les frais de notaire, les impôts qui, eux, ne sont pas inclus. Donc, finalement, on arrive quasiment à un 50-50, un petit peu moins, mais on va dire du 45-55. Donc, il faut de l'apport. Et puis après, pour des profils différents, c'est vraiment au cas par cas. Du coup, Louis, je vous encourage à prendre directement contact avec moi et comme ça, on verra par rapport à votre profil précisément, on verra qu'est-ce qu'il est possible de faire. Gauthier, est-ce qu'il est possible de financer une acquisition à Madrid via une banque française? C'est une excellente question. Aujourd'hui, les banques françaises vont vous financer en Espagne seulement dans le cas où vous avez déjà une résidence en France où vous êtes propriétaire intégralement. Je pense que c'est négociable si vous avez déjà remboursé 90% de l'emprunt. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont finalement prendre en hypothèque ce bien et vous donner l'argent directement. Donc, le gros point fort d'une transaction de ce type, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de faire tout ce qu'on nous demande de faire dans le cadre d'un apport, d'un emprunt bancaire en Espagne. Quand vous empruntez via une banque espagnole, vous allez devoir faire la taxation, donc ils envoient quelqu'un à évaluer le montant du bien, etc. Si vous êtes propriétaire d'un bien en France et que vous négociez avec votre banque pour qu'il vous donne de l'argent en direct en mettant en hypothèque ce bien, en étant bien évidemment, encore une fois, déjà propriétaire à 100% de ce bien, s'il vous donne l'argent, derrière, vous pouvez acheter comme si vous achetiez en Espagne, comme si vous achetiez comptant. Donc effectivement, ça peut être un très très bon plan pour des profils un peu plus seniors qui auraient déjà une résidence principale ou un investissement locatif déjà payé en France. Alors, Alexis est en train de poser une question. Alors, juste pour être sûr concernant le Airbnb, moins de 90 jours, pas de problème car on n'est pas considéré comme pro. Exactement. Alors, encore une fois, il faut faire très attention, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a sans cesse des attaques contre Airbnb. Donc, ce qui est valable au 18 octobre ne le sera certainement pas au 1er janvier. Donc, effectivement, il faut faire attention. Mais effectivement, à partir du moment où vous faites moins de 90 jours, bah, en fait, aujourd'hui, Airbnb, c'est aussi une solution pour particuliers, hein, de base, avant que des personnes se mettent vraiment dans ce business. C'était aussi complètement valable. Je pars en été en vacances pendant 2 semaines. J'ai envie que ma maison génère de l'argent. Je le mettais sur Airbnb. Dans ces cas-là, on n'est pas du tout un professionnel. Donc, vous, pareil, si aujourd'hui vous faites moins de 90 jours à Madrid, vous ne serez pas considéré comme un professionnel et donc, du coup, vous ne serez pas embêté. Attention quand même, justement, si c'est de manière répétée et que la législation change en cours de route, il faut toujours faire bien attention. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais la page Airbnb en fonction des villes qui explique les conditions, elle est énorme parce qu'ils ont tellement de modifications sans cesse que actuellement, là, à ce jour, c'est 90 jours. Mais ça pourrait potentiellement changer très rapidement. Et puis, quel est le coût des travaux au mètre carré pour une rénovation? Les coûts pour une rénovation aujourd'hui en Espagne sont bien inférieurs à la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Paris, on est aux alentours de 1 000 € du mètre carré. Ça, c'était valable avant la montée des matières premières. Donc, je pense que maintenant, on est plutôt à 1 200, 1 400 €. Si vous travaillez avec des bons artisans aujourd'hui, du coup, en Espagne, moi, je sais que je travaille personnellement avec des artisans qui, il y a encore de ça quelques mois, pouvaient faire une rénovation entrée de gamme. C'est-à-dire que ce n'est pas pour la résidence principale, c'est vraiment faire une rénovation, mettre une colocation dedans et savoir que l'appartement va être dégradé. Ils pouvaient faire une rénovation aux alentours de 400 € du mètre. Désormais, avec le prix
des matières premières qui a énormément augmenté ces derniers mois. Je sais que les derniers devis qu'on a reçus pour nos investisseurs, sur de l'entrée de gamme, on était plutôt aux alentours de 500, 520, 540 du mètre, mais ce qui est encore extrêmement accessible parce que si on fait le calcul du mètre carré avec, si on prend l'exemple du centre, 3008 pour un appartement qui est en travaux et 5005 pour un appartement qui est entièrement rénové, vous avez quand même une marge qui est assez grande. Alors, certes, des travaux, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre des locataires dès le premier jour dedans, mais s'il vous faut 2-3 mois de travaux à 520, 540 du mètre pour finalement pouvoir commencer à faire de la rentabilité, potentiellement, vous pouvez passer d'un mètre carré que vous avez eu à 3 800 €, 3 900 à l'achat, à un mètre carré à 5 500 €, donc faire potentiellement tout de suite une excellente opération financière. Est-ce que c'était clair pour vous, Alexis? Est-ce que ça vous donne une idée plus précise de ce que vous pourriez mettre en œuvre pour vos futurs travaux? Bon, eh ben, on va partir du principe que c'était clair. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais fermer ce webinaire concernant Madrid. S'il y a du coup une dernière question, faites-le très très vite. Et puis, merci à vous. Merci à vous. Du coup, je vous laisse potentiellement, si vous souhaitez qu'on en discute pour chaque projet de manière très personnalisée, je vous laisse aller sur J'achète en Espagne et prendre directement rendez-vous en visioconférence. Vous sélectionnez Madrid et du coup, on se bloque un créneau dans la semaine et on pourra justement faire un point sur chacun de vos différents projets de manière extrêmement personnalisée. Et puis, merci à vous tous. Merci donc à Louis, Gauthier, merci à Maude, à Sarah, à Madou. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, du coup, on vous attend sur notre site très rapidement si vous souhaitez qu'on en discute de manière plus détaillée. Je vous souhaite une bonne journée à tous et allez vous faire un webinaire sur Alicante. Certainement, c'est dans les petits papiers et ça va arriver, je pense, très, très vite. Surtout en nous le demandant. Si on voit qu'il y a de l'intérêt, je vais en discuter tout de suite du coup. Et puis, le webinaire sur Alicante devrait arriver dans les prochaines semaines. Très bonne journée à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.